Mes prédictions pour 2026, pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouvel épisode de podcast. Sans surprise, c'est le début de l'année, donc la période qui veut cela. Chacun détaille ses bonnes résolutions d'un côté, et de l'autre fait quelques prédictions sur ce qui pourrait advenir dans son marché pour le futur proche. Le début de l'année, c'est aussi un bon moment pour souhaiter les vœux aussi. Je vous souhaite une bonne année, pleine de joie et de succès. Et pour bien démarrer, je vous invite évidemment à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses hebdomadaires sur la technologie et l'innovation au service de l'assurance et du risque. Trêve de promotion, retour au sujet du jour, mes prédictions pour les mois à venir. Et comme ces dernières années, j'ai choisi une approche qualitative de l'exercice, me donnant la contrainte de ne retenir que 3 prédictions. C'est un nombre limité, tant j'aurais pu lister bon nombre d'autres tendances dans la sélection finale, mais chacune est en conséquence plus détaillée. Et je cherche à expliquer d'une part ce que j'entends par cette prédiction, et vous partage les éléments purement liés à l'assurance ou adjacents d'ailleurs, qui m'ont conduit à la formuler. Contrainte supplémentaire, car le but de l'exercice n'est pas juste de lire dans une boule de cristal, qui le peut, mais bien de lancer et nourrir la discussion. J'ai cherché à varier les sources d'inspiration et les raisons pour lesquelles je présentais telle ou telle prédiction. On va donc parler d'IA, mais peut-être pas sous l'angle que vous imaginez, avec une prédiction qui s'appuie sur une dynamique purement technologique. Une deuxième prédiction est quant à elle très centrée investisseur. Quant à la dernière, elle vient plutôt de mon observation côté assureur et réassureur, liée aux enjeux auxquels ces acteurs traditionnels font face, il me semble. Et pour finir cette intro, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces prédictions et à aller plus loin si vous le souhaitez, en partageant les vôtres bien sûr. Première prédiction, la consolidation va finalement s'opérer entre InsurTech. Pour commencer, je vous propose une prédiction clairement orientée investisseur. Alors vous allez me dire que ça fait plusieurs années que l'on prédit, moi le premier, une vague de fusion-acquisition dans l'InsurTech. Celle-ci s'est d'ailleurs plutôt bien matérialisée l'année dernière, avec d'une part un nombre significatif d'opérations et surtout certaines opérations de grande qualité entre acteurs technologiques parfois hors Europe qui tendaient à démontrer la qualité de l'écosystème en Europe justement. L'année dernière, le M&A faisait d'ailleurs partie de mes prédictions. Mais cette année, le rationnel derrière est un peu différent. Le phrasé aussi d'ailleurs. En effet, je prévois surtout un rapprochement entre startups elles-mêmes, la fameuse consolidation. Cette anticipation me semble découler de plusieurs tendances de fond. D'une part, et bien évidemment, le changement de dynamique du côté des investissements. Ceux-ci se font plus rares et surtout tentent à financer des projets différents, plus variés sur la chaîne de valeur ou en matière de ligne de métier. Par ailleurs, et à l'inverse, certaines startups de la première heure, les InsurTech 1.0 comme j'aime à les appeler, opèrent pour certaines depuis près de 10 ans. Plus le temps avance, plus la pression du côté des investisseurs doit se faire sentir pour pouvoir réaliser une sortie en vendant ses parts. Alors certes, les ventes en secondaire, c'est-à-dire à d'autres investisseurs, existent et sont même assez dynamiques si on en croit plusieurs rapports sur le sujet, toutes startups confondues ceci dit, mais le rapprochement entre startups similaires aurait un autre intérêt. Il permettrait aussi à l'entité résultante de démontrer une croissance importante, car vous le savez, le marché du VC a pivoté de la croissance à tout prix vers la croissance rentable. Dans ces conditions, il s'avère parfois difficile pour certains acteurs de combiner les deux aspects, croissance et rentabilité. C'est sûrement particulièrement vrai dans l'assurance où la notion de portefeuille, de risque, est un enjeu pour la soutenabilité du projet. Il ne sert pas uniquement de vendre des polices d'assurance, il faut le faire de manière équilibrée pour que le porteur de risque accepte de poursuivre la relation commerciale. En ce sens, le rapprochement entre startups similaires pourrait permettre à certains acteurs qui auraient mis le curseur surtout vers la rentabilité de renouer avec la croissance. Pour certains, cela pourrait à l'inverse permettre d'équilibrer le portefeuille d'une startup qui aurait plutôt misé sur la croissance. Par ailleurs, sur certaines lignes de métier et certains produits, la différence entre acteurs est parfois ténue, aussi bien du côté produit que tarifaire ou même du marketing avec des propositions de valeur qui se recoupent. Vient enfin la compétition entre les géographies où plusieurs acteurs cherchent sur un même segment à batailler pour les mêmes clients. Dans un environnement où les levées de fonds sont plus rares et assurément moindres, abaisser l'intensité concurrentielle permettrait peut-être de retrouver de l'air du côté des marges. Ces rapprochements entre acteurs européens permettraient aussi de faire émerger des acteurs de taille importante qui pourraient alors intéresser soit des investisseurs plus tardifs, soit des acteurs historiques de l'assurance qui verraient une opportunité de s'étendre sur de nouvelles géographies en partant d'une ligne de métier spécifique. Enfin, cette prédiction fait aussi écho aux différents modèles qui ont été observés ces dernières années en Europe, où, sur certaines lignes de métier, des acteurs très similaires se sont lancés dans la plupart des pays européens. Je pense à l'assurance chien-chat sur les lignes personnelles ou à l'assurance cyber pour les lignes commerciales.
Deuxième prédiction, l'émergence d'une catégorie RegTech dans l'assurance. Cette prédiction m'est venue plus tardivement, car en l'occurrence, elle découle d'un échange tenu en fin d'année dernière avec l'un d'entre vous, qui se reconnaîtra peut-être d'ailleurs. Nous échangions sur les enjeux auxquels les acteurs de l'assurance devraient sûrement faire face, selon nous, dans un futur proche. Je partageais alors mon triptyque habituel. D'une part, un enjeu de croissance alors que l'inflation revient à des niveaux historiques. D'autre part, un enjeu de rentabilité, la fameuse efficacité opérationnelle, qui ne dit rien d'autre il me semble. Et enfin, je soulignais le défi des risques émergents, qui met même à risque le modèle d'assurance tel qu'il fonctionne sur certaines lignes de métier. Venez s'ajouter à cette liste, que vous connaissez déjà si vous me suivez régulièrement, le défi de la réglementation. Comment n'y avoir pas pensé plus tôt, tant c'est souvent un argument mis en avant par les acteurs historiques pour justifier de la complexité pour tel ou tel nouvel entrant à avoir une quelconque chance de succès dans son aventure. Vous l'aurez compris, j'ai toujours eu une approche précautionneuse de la réglementation, considérant que c'était un point à prendre en compte, certes, mais en aucun cas un blocage. D'ailleurs, sur l'un des sujets réglementaires fil rouge de ces dernières années, l'open assurance avec la réglementation FIDA, je mets souvent en parallèle le temps long des échanges du régulateur avec le dynamisme du côté des startups. Ici, un échange réglementaire initié en janvier 2021, il y a 5 ans déjà, et toujours en cours, alors que dans le même temps, sur l'assurance embarquée, qui est un des exemples d'assurance ouverte il me semble, bon nombre de startups se sont lancées en Europe, plusieurs ont déjà levé des fonds, de manière parfois significative, et certaines sont même leaders dans leur catégorie. Mais en y réfléchissant de plus près, il est vrai que cette catégorie me semble assez mal représentée depuis les débuts de l'InsurTech, alors même que cela fait partie intégrante de l'industrie de l'assurance. Alors bien sûr, on a vu quelques initiatives par-ci, par-là. Je pense notamment à des startups qui ont par exemple cherché à fluidifier la relation entre les assureurs et les réassureurs en matière de reporting. Je pense aussi à des acteurs du paiement, dédiés à l'assurance évidemment, qui cherchent à fluidifier la partie réconciliation. Et sur ce sujet du paiement en particulier, il me semble que le champ est largement ouvert pour introduire de l'innovation dans le secteur de l'assurance. C'est d'autant plus étonnant que la verticale du paiement est l'un des piliers importants de la fintech, l'innovation dans les services financiers au sens large. Étonnant donc de n'avoir jamais vu beaucoup d'acteurs se lancer spécifiquement dans l'assurance. Idem d'ailleurs pour la catégorie RegTech. Il s'agit là d'un sous-vertical de la fintech à proprement parler, mais peu nombreuses sont les startups qui se positionnent spécifiquement sur des problématiques assurantielles. Voilà donc pourquoi je me dis qu'il serait temps que des acteurs cherchent à travailler sur ces enjeux, peut-être moins attirants au premier abord, mais pas moins nécessaires. Qui plus est quand il s'agit de s'atteler à des problématiques de type must-have, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire des besoins réels et importants de la part des acteurs en place, par opposition avec les sujets de type nice-to-have, c'est-à-dire intéressants mais peut-être pas de priorité 1. Le tout dans un environnement budgétaire contraint où les acteurs historiques cherchent en général à se concentrer sur un nombre limité de projets sur lesquels ils sont à même de débloquer des budgets réels. Les enjeux de réglementation entrent, il me semble, dans cette catégorie. Plus qu'une prédiction, vous l'entendez donc, il s'agit peut-être surtout d'un appel à projet pour les fondateurs et les fondatrices qui chercheraient des défis à relever dans le secteur de l'assurance. Peut-être est-il venu le temps de creuser ces sujets RegTech. Et d'ailleurs, en écrivant ces lignes, je repense à un échange avec le secrétaire général de la grande maison pour laquelle j'ai eu la chance de travailler avant de cofonder Astoria VC, qui me demandait, cela date d'il y a 10 ans, et c'est une citation, si tu as des startups dans la réglementation, dis-le-moi car c'est mon plus gros poste de coût, donc je suis preneur. Troisième prédiction, une InsurTech mono-employée va atteindre les 10 000 polices vendues grâce à l'IA. Alors vous l'attendiez sûrement, ou peut-être qu'à l'inverse, vous faites déjà une overdose d'intelligence artificielle. Les années précédentes d'ailleurs, je m'étais donné la contrainte de ne pas parler de ce sujet-là, tant il était sur toutes les lèvres déjà. Cela n'a pas changé et cela reste clairement la tendance tech phare du moment. Dans l'écosystème européen par exemple, un tiers de toutes les levées de fonds annoncées en 2025 l'ont été par des startups utilisant l'intelligence artificielle au cœur de leur proposition de valeur. Cependant, j'ai repensé à une dynamique observée et commentée, toutes startups confondues, peut-être plus aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, mais tout ce qui se passe aux US en matière de startup finit tôt ou tard par arriver en Europe, donc cela me donne un argument pour soutenir cette thèse. Cette thèse fait écho à la notion de solo founder et même de start-up sans employés, que certaines et certains ont conceptualisé dans un monde où l'intelligence artificielle pourrait remplacer bon nombre de fonctions. Même les IA généralistes, les ChatGPT, DeepSeek ou Gemini, permettent à celles et ceux qui les utilisent de gagner un temps précieux aujourd'hui en automatisant ou simplement en fluidifiant tout ou partie des tâches réalisées. Ainsi,
bien entouré des outils IA appropriés, il est possible de faire plus que ce que nous envisagions précédemment. Je ne dis pas que tout est parfait et que la machine remplace totalement l'humain. Je dis juste qu'il est envisageable de s'aventurer au-delà de son précaré grâce aux IA génératives notamment. Dans ma prédiction d'une insurtech mono-employée, je pense évidemment à une startup qui ferait de la distribution directe entièrement dématérialisée. L'IA pourrait aider à la rédaction des contrats et même des polices d'assurance en s'appuyant sur des données existantes et publiques. L'IA pourrait aider pour la mise en forme de la marque, incluant les messages clés à pousser sur les réseaux sociaux pour la partie acquisition des clients. L'IA pourrait aussi aider au développement du site internet, voire de l'application mobile, grâce au vibe coding. Peut-être avez-vous déjà essayé, mais cela permet de développer des applications et sites internet, certes peut-être plus basiques que des développeurs chevronnés, mais sans aucune connaissance de code, et je parle d'expérience. Enfin, l'IA pourrait être utilisée dans la relation client, que ce soit pour répondre à des questions sur les contrats, aussi bien que dans la gestion d'un sinistre simple à minima. D'ailleurs, vous aurez noté qu'il existe de multiples exemples de ces différents usages de l'intelligence artificielle, au sein de certaines startups qui utilisent la technologie pour telle ou telle action, ou même chez certains acteurs historiques qui utilisent eux-mêmes l'IA dans certaines sections de leurs opérations et cherchent d'ailleurs à développer cet usage plus largement. Pourquoi ne pas imaginer une startup utilisant l'IA de bout en bout sur toutes les opérations, permettant ainsi à son unique fondateur ou fondatrice de faire tourner la société ? Vient alors le chiffre des 10 000 polices d'assurance vendues. J'ai pris ce chiffre car il fallait évidemment un point d'étape et aussi car il a longtemps été, pour les startups de l'InsurTech 1.0, une première étape marquante, souvent signe d'une levée de fonds significative. Tout cela me fait revenir au point de départ de cette prédiction, ce fameux graphique observé sur la croissance des startups AI First, qui parvenait à générer des chiffres d'affaires importants plus vite que les précédentes vagues de startups technologiques. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers ce graphique dans la description. Poussée à l'extrême d'un fondateur ou d'une fondatrice en solitaire, cette croissance importante, rendue possible grâce aux technologies d'intelligence artificielle, pourrait permettre, il me semble, d'atteindre ce chiffre symbolique des 10 000 polices vendues. Cela pourrait intervenir dans des métiers très standardisés où le produit d'assurance est assez facilement accessible sur étagère auprès de bon nombre d'assureurs qui seraient à même de signer un partenariat commercial avec une telle start-up qui adopterait le statut de courtier. Et finalement, ça ne serait qu'une version sous stéroïde du courtier au coin de la rue qui gère avec son équipe restreinte des centaines, parfois des milliers de contrats. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je revenais justement sur mes prédictions de l'année passée pour analyser la manière dont elles s'étaient concrétisées ou pas. Au-delà d'un exercice de vrai ou faux, je partageais surtout mon analyse, chiffres et tendances à l'appui, pour mettre en avant la dynamique d'innovation dans l'assurance, parfois de manière adjacente à la prédiction elle-même. À bientôt!